Alors Jacques-Antoine, tu as créé en 2001 Vente Privée, tu as révolutionné le monde du e-commerce et on le sait, mais tu es un entrepreneur extrêmement engagé. Tu as fondé l'École européenne des métiers de l'Internet en 2015. Tu as aussi lancé le programme 101 projets pour encourager les jeunes de moins de 25 ans à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et plus récemment, tu figures dans l'ouvrage Social Calling qui est écrit par la journaliste Émilie Vido qui dépeint la mouvance de la social tech. On le sait, historiquement, tu as débuté ton activité de soldeur dans le sentier, puis finalement tu as décidé de prendre le virage du web. Comment le numérique a été un formidable accélérateur pour toi ? Ça a tout changé, ma vie, puisque moi j'ai démarré comme... Ce qui est intéressant dans le numérique, avant de vous dire comment ça a changé ma vie, c'est qu'au moment où ça a démarré, où des gens comme Nicolas, qui est en face de moi, ou des gens comme Xavier Niel ont permis l'ADSL en 2004, ou Marc Simoncini qui a créé Mythique, les gens qui contrôlaient cet outil, ce langage, ils sont allés faire des métiers qu'ils ne connaissaient pas. Zuckerberg, Facebook, c'est quoi Facebook? C'est tout simplement le board qu'on avait dans les écoles avec écrit « Je cherche un appartement, qui peut m'amener voir mes parents ce week-end en voiture, etc. » C'est ça Facebook. Aujourd'hui, la transformation digitale, elle vient d'entreprises qui doivent se dire « Comment je vais changer mon métier de l'interne en utilisant le numérique ?» C'est un autre monde. C'est plus seulement les techs qui disent « Je vais faire un nouveau métier », c'est les boîtes qui disent « Waouh !» Quels sont ces outils que je vais devoir créer et comment je vais changer mon organisation? Moi, ça a tout changé. Je faisais un vieux métier. J'avais démarré à 22 ans, par hasard, pas loin d'ici, au bout du sentier, à République, et j'achetais les stocks des marques. Donc, j'ai démarré en 85, j'avais 22 ans. J'ai mis jusqu'à 2005, je crois que j'ai mis donc 20 ans pour faire, à l'époque c'était en francs, c'était en train de changer en euros, mais ça c'est une PME qui faisait 250 millions de francs. C'est vachement bien à l'époque. C'est une jolie petite boîte, j'y vivais très très bien, tranquillement. Et je savais acheter des stocks et vendre des stocks. Donc j'avais 100 salariés dans un entrepôt qui triaient des stocks. Et j'avais des commerciales en général. C'est pas des filles des grandes écoles qui venaient, c'était plutôt des filles qui étaient divorcées, que j'ai des copines à moi. Et hop, je les prenais comme commerciales et elles allaient voir les marques. Vous voyez, donc très peu d'expertise à part le savoir-faire. Et puis brusquement, je vois ce qui se passe à la fin des années 90, cette révolution digitale où je comprends rien. Je suis pas du tout un mec de la tech. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que ça peut faire pour changer mon métier? Et je me dis, c'est quoi finalement le digital concrètement? Parce qu'on parle beaucoup de digital, mais à un moment donné, ce sont des outils qui servent à quelque chose. Faut sortir des grands mots, quoi. Pour moi, le digital, c'était justement prendre des photos en numérique de mes stocks et pouvoir les livrer au client final, alors qu'avant, moi, je vendais à des solderies. C'est tout bête, hein? Et ça démarre comme ça. Et ça change tout, puisque brusquement, d'une affaire qui faisait 30 millions d'euros, cette année, on va faire 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a valorisé les stocks des marques, on fait que des millions de personnes achètent les produits, et on était 100, on est 6000. Et on est dans plein de pays dans le monde, et on a ouvert ça au voyage, on a ouvert ça à la culture, etc. Donc moi, ça a changé profondément ma vie. Alors, Jacques-Antoine, tu as déclaré « Être entrepreneur au XXIe siècle, ça ne consiste pas seulement à prospérer économiquement, c'est une aventure pour soi-même, mais aussi au service des autres ». Selon toi, l'entrepreneur doit avoir aujourd'hui une responsabilité sociale? Alors, j'ai rien inventé. Hein. Tout ça, c'est Antoine Riboud, c'est Danone. Moi, j'étais administrateur de Danone pendant 6 ans. C'est dommage que Danone ne soit pas là. Double projet économique et social. Bon, c'est tellement évident. Alors, au début, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être libre et puis il veut gagner sa vie. C'est ça, à la base, ses motivations au début. Parfois, il n'a pas le choix. Il faut qu'il gagne sa vie et puis surtout, il y a quand même ce sentiment de liberté. Puis, avec le temps, votre entreprise, vous la faites grandir, surtout si vous avez une vision long terme, vous la développez, vous avez envie de vous la vivez, et vous vivez votre aventure sur le long terme, et à ce moment-là, vous avez 6000 salariés. Donc brusquement, vous n'êtes plus si libre que ça, même si vous avez plein de choses qui font que la liberté, quand même, vous pouvez l'exprimer dans votre vie, mais vous n'êtes plus si libre. Et puis vous apercevez, même si vous êtes capitaliste, c'est-à-dire vous la détenez, vous apercevez qu'elle ne vous appartient plus entièrement. Elle appartient aux gens qui la font vivre. C'est-à-dire à la fois ses clients et ses collaborateurs. Donc c'est ce changement petit à petit, et puis après vous avez une prise de conscience de vos propres motivations et de comment votre entreprise s'intègre dans le 93 par exemple, puisque nous on est dans le 93 depuis 25 ans, donc comment on développe une entreprise en parlant croissance et profitabilité, et puis au même moment, à 500 mètres de là, il y a des femmes excisées, il y a des enfants qui n'ont pas l'eau, il y a des gens qui n'ont pas vu la mer jamais de leur vie, etc. Et donc à ce moment-là, vous dites,
Comment on peut participer localement à faire que le rayonnement de votre entreprise dans le 93, elle puisse aussi, au-delà des embauches qu'on peut faire dans le 93, mais rayonner autour pour la condition de la femme et la condition des enfants, l'éducation. Et vous faites une fondation, etc. Mais vous voyez, tout ça, ce sont des cheminements qui vivent avec votre entreprise. Alors justement, effectivement, ça fait à peu près 25 ans que Vente Privée est implanté à Seine-Saint-Denis. Tu embauches beaucoup de jeunes issus de ce département et justement, quels sont les liens que tu as construits avec ce territoire en particulier? Bon, j'ai un lien fort physique parce que j'ai construit tous mes bureaux et mes entrepôts dans le 93. Quand j'ai démarré là-bas, c'est parce que j'étais dans le sentier et qu'on ne pouvait plus emmener de camion ici. Donc j'ai regardé le coin le plus sympathique qui n'était pas trop loin de chez moi et pour pouvoir y aller. Donc ça a démarré comme ça. Et puis après, ce territoire a pris de la visibilité. Ils l'ont transformé. Il y a eu le grand stade et puis nous on était là déjà à ce moment-là. Est-ce qu'on embauche que des gens du 93? Non, c'est pas vrai. On embauche des gens. C'est pas parce qu'on est dans le 93 qu'on embauche des gens du 93. On embauche des gens qui sont responsables. Je voudrais parler des gens dans l'Internet et des jeunes. Parce que chez Vente Privée, on a fait une première révolution qui était de dire, de ce vieux métier, on va utiliser les outils digitaux et on va utiliser l'IT comme un moyen, mais on va continuer à faire une société comme on faisait, comme moi je pensais qu'il fallait faire. Je n'avais pas de formation des grandes boîtes, etc. Donc j'ai séparé la production, la logistique, l'IT, le marketing, la finance, etc. Le commercial, etc. Et ça, c'était notre première révolution avec le succès qu'on a connu. Et puis depuis 2-3 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'était pas une boîte tech. On n'était pas une boîte digitale. On était une boîte de commerçants plutôt créatifs qui utilisaient le digital. Et on commençait à comprendre les limites de ne pas être une boîte tech. Et là, il a fallu faire sa deuxième révolution, c'est-à-dire de devenir une boîte tech. C'était pas si facile. Les développeurs, ils veulent changer le monde, ils vont dans les boîtes qui ont des beaux projets, les boîtes commerçantes, c'est pas trop leur truc, etc. Il a fallu commencer à attirer les talents et faire venir à nous des techs. Alors on a développé des labs avec 42, avec Epitech, avec d'autres écoles, et on a commencé à attirer les talents. Aujourd'hui, c'est 900 développeurs qui, en permanence, sont en train de repenser tous les outils qui permettent d'exercer notre métier et de le développer. Pourquoi je dis ça? Parce que l'organisation du travail est en train de changer. Les jeunes aujourd'hui, je parle plutôt des jeunes, connaissent très 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 bien tous les outils digitaux, et quand vous les embauchez, il faut les sortir du carcan de la rigidité du management. Il faut les mettre dans des postes où vous les responsabilisez. C'est-à-dire qu'il faut fixer les règles. Les règles, en général, c'est la stratégie de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, c'est extrêmement important, l'éthique de l'entreprise, le projet de l'entreprise, économique et social. Et ensuite, quand vous avez fixé ces règles très strictes, vous les laissez dans cet espace de liberté, et là, vous leur faites confiance. Confiance, responsabilité, ça ne veut pas dire que vous ne les contrôlez pas, parce qu'il y a obligatoirement, nécessairement, mais ils se contrôlent eux-mêmes petit à petit. Et en fait, ce changement d'organisation, c'est le passage d'une société hiérarchisée avec un management vertical dans une société lean avec un management horizontal où on travaille en product owner. Product owner, c'est chaque société a des multiples produits dans son exécution. Vous les identifiez et vous créez des mini-entreprises à l'intérieur de votre entreprise qui, à ce moment-là, peuvent avancer de façon cohérente ensemble et pas comme un entonnoir avec des gros projets qui touchent les petits projets. C'est un peu court pour vous expliquer ça en 10 minutes, mais c'est une transformation extrêmement profonde qui demande en fait des gens responsables, motivés et impliqués dans vos valeurs et dans votre stratégie. Alors aujourd'hui, Jacques-Antoine, tu continues à soutenir de nombreux projets. Quel est ton moteur personnel? Moi, j'ai mon moteur personnel, c'est... D'abord, j'ai un ego très fort, et donc, et comme ma devise, c'est la roche torpéienne est près du Capitole, c'est-à-dire que vous pouvez toujours quand même finir par tomber alors que vous êtes au plus haut. Je me bats pour pas tomber, surtout dans un pays comme la France, ça fait plaisir quand les gens tombent en général. Donc je me bats pour ça premièrement, et en fait tout ça, ça vient du désir, et surtout le désir de ne pas être rentier. Donc le désir, moi j'ai un problème, j'ai pas de problème de gagner de l'argent, j'ai un problème de gagner de l'argent avec l'argent. Donc je suis un peu opposé au monde de la finance.
Je suis plutôt pour le monde du travail où on gagne de l'argent par son travail, par sa créativité, et à ce moment-là, il est bien accueilli. Donc là, c'est un peu psychanalytique ce que je vous dis. Mais moi, gagner de l'argent avec de l'argent ne m'intéresse pas, donc être un rentier ne m'intéresse pas du tout. J'aurais l'impression d'être mort. Donc mon moteur, c'est de ne pas être rentier. Merci beaucoup.